Eh bien, bonjour à tous. On avait envie de vous présenter avec Yves-Marie Lourd une vidéo sur le tantra, ce qu'est le tantra, qui s'adresse à des gens qui n'en ont pas forcément fait ou qui ne sont pas initiés justement et qui auraient envie de découvrir ce qu'est le tantra. Et puis on a l'idée aussi de vous proposer une formation en ligne par la suite. Là, dans cette vidéo, on va déjà vous dire qu'est-ce que pour chacun d'entre nous ce qu'est le tantra, et puis à qui ça s'adresse. Et puis on a envie aussi de vous donner trois pratiques de base que vous pouvez expérimenter pour vous donner une idée un peu plus précise et goûter à ce que ça pourrait être de découvrir le tantra pour vous dans votre vie. Voilà. Alors Yves-Marie, tu peux nous dire pour toi, après je dirai pour moi, c'est quoi le tantra? Hmm. Voilà, l'idée de cette vidéo, c'est on va commencer par vous présenter le tantra, ce qu'est le tantra, à qui ça peut s'adresser, qu'est-ce que ça peut vous apporter, euh, et puis commencer à pratiquer avec quelques techniques telles que Oui, Vicky l'a énoncé, Véronique l'a que vous énoncé. soyez solo ou en couple d'ailleurs, hein, parce que ça peut s'adresser, c'est bien de savoir que ça peut s'adresser si vous êtes célibataire, donc on vous donnera des pratiques, et si vous êtes en relation de couple, c'est parfait, c'est très bien aussi. Voilà, donc vous transmettra quelques techniques qui vous permettront de vous initier seul ou dans votre relation au tantra. Et puis enfin, on vous donnera quelques clés pour prolonger cette exploration, euh, soit à travers des accompagnements individuels ou des stages, ou même peut-être quelques, quelques autres directions d'exploration. Alors, le tantra, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est presque impossible à définir en quelques mots. Je crois qu'il y a des historiens des religions qui cherchent encore à définir les limites du tantra. Tantra, c'est un mot sanskrit qui veut dire technique d'expansion de conscience. C'est l'une des traductions en tout cas. Euh, c'est- Ce sont des textes à l'origine, des rituels, des pratiques qui sont développés dans l'Inde traditionnelle. Certains disent que ces techniques datent de plusieurs milliers d'années, d'autres simplement de quelques centaines d'années. En tout cas, c'est ancien. Ces techniques recouvrent certaines des pratiques yogi aussi, mais disons que c'est un ensemble en tout cas de, de techniques, de conscience et d'énergie qui visaient traditionnellement à l'éveil spirituel. Mais on pourrait dire au-delà que c'est des techniques qui nous invitent à libérer notre vitalité et notre énergie dans cette incarnation afin de nous mettre en connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Alors, euh, le tantra tel qu'on le connaît aujourd'hui, on le connaît essentiellement par le néo-tantra. Le néo-tantra, il s'est développé à partir des années 70-80 en Occident. Il a rencontré les nouvelles techniques thérapeutiques et psychocorporelles de cette période-là, des années 70-80. Et euh, c'est notamment un enseignant indien qui s'appelle Osho qui a revivifié ces techniques-là en les hybridant à des techniques thérapeutiques ou énergétiques. Et le tantra est revenu donc dans les années 80, 90, 2000 en Occident sous la forme du néo-tantra. Et donc le néo-tantra, il a évidemment, c'est une approche plus réductrice que le tantra traditionnel, puisque on en a retiré toute la dimension un peu philosophique et métaphysique, culturelle, pour la rendre accessible au plus grand nombre en Occident. Et de ce fait, on l'a réduit à des pratiques qui étaient orientées autour notamment de la relation et de la sexualité, de l'énergie sexuelle. Il faut savoir que une des spécificités du tantra traditionnel, c'est de nous dire que toutes les expériences du quotidien ou de toutes les relations quotidiennes sont des occasions d'ouverture et d'expansion de conscience. Et ce qui avait fasciné les Occidentaux qui découvraient ces techniques-là au siècle dernier, c'était que ces techniques incluaient les pratiques de la sexualité. Et ça les a fascinés, puisque nos religions, notamment monothéistes, ont une tendance à opposer le corps à la spiritualité. Donc on a été tellement fasciné quelque part, notre culture a été tellement fascinée par ces aspects-là du tantra, que le néo-tantra
donc importé par Osho, c'est souvent réduit à ces techniques-là. Donc, quand on parle de néo-tantra aujourd'hui, on parle beaucoup de techniques énergétiques et des techniques de conscience, des techniques spirituelles qui vont être appliquées au champ de la relation amoureuse et sexuelle. C'est ça le néo-tantra. Mais il faut savoir juste pour la culture que c'est quelque chose qui est bien plus vaste que ça et qui a vocation à s'appliquer à tous les champs de notre vie sensorielle, émotionnelle et relationnelle. Donc ça, c'est pour moi en tout cas l'une des définitions du néo-tantra. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, pour moi le tantra, c'est avant toute chose, comme il l'a dit, une voie qui va vous permettre d'augmenter votre sensorialité, parce qu'on célèbre les 5 sens. Voilà, on passe beaucoup par le corps. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas au mental, d'ailleurs. On va s'intéresser à tout ce qui est pensée, en mode voir le fonctionnement, voir le mental, comment il fonctionne. Par exemple, qu'est-ce qui m'empêche d'être détendu et naturel? Ça, on va beaucoup pratiquer ça au tantra. Qu'est-ce qui m'inhibe? Qu'est-ce qui m'empêche de suivre mon désir? Voilà, donc on va voir, vous allez vraiment observer votre fonctionnement, c'est-à-dire tous vos conditionnements, parce qu'on s'arrange pour que vous puissiez vraiment voir qu'est-ce qui vous empêche. On dit souvent c'est une voie indirecte, ce qui m'empêche de me faire du bien, de me ressourcer, de suivre mon désir, de me satisfaire. Voilà. Et pour être plus détendu, naturel. Et puis, célébration des 5 sens, on va beaucoup travailler sur le vecteur du corps. Donc s'orienter vers la connexion à soi, connexion au vivant, connexion à l'autre. C'est pour ça que c'est intéressant si vous êtes dans des histoires de relations amoureuses et que vous avez envie d'agrandir la connexion à l'autre et la connexion à vous-même. Ça, on va vraiment vous proposer des pratiques, et ça c'est prévu, on va vous proposer des pratiques pour augmenter ce champ de la sensorialité. Et donc, moi j'ai trouvé que pour ma part, quand j'ai démarré le tantra, ça m'avait vraiment élargi les options. J'avais vraiment l'impression de découvrir un autre univers de moi-même déjà, et de moi-même face à l'autre, et d'être beaucoup plus moi face à l'autre. C'est pour ça qu'aussi je parle de dans cette formation en ligne que vous suivez, être soi face à l'autre, je trouve que c'est intéressant de voir en quoi le tantra augmente aussi l'authenticité, d'être beaucoup plus moi face à l'autre, et de savourer instant après instant ce chemin de la relation, puisque on le voit dans la sexualité, ça c'est des pratiques qu'on va développer dans la sexualité, mais pas que dans la sexualité. On vous propose de vous désintéresser de l'aboutissement, c'est-à-dire dans la sexualité l'orgasme, ou d'aller chercher un résultat, peu importe, d'aller trouver un résultat et de vous accrocher à un résultat. Ici, on prend le temps de sentir, de ralentir, de goûter chaque instant. Voilà, c'est ce qu'on appelait une sexualité, si on parle de sexualité, beaucoup plus méditative. Donc c'est génial. Et deuxième point pour le tantra, ce que je voulais dire, pour moi, ce que c'est le tantra, c'est aussi la voie, il y a la voie de la conscience, la voie de l'énergie, la voie du cœur. Donc la voie de la conscience, je l'ai dit, c'est mettre plus de clarté dans comment je fonctionne. La voie du cœur, c'est dans la relation sentiment, augmenter un sentiment de connexion. Quand le cœur s'ouvre et se ferme, je vois quand je m'ouvre et comment je ferme et comment je peux réouvrir quand c'est fermé. Donc on essaye d'être ici, de descendre d'un étage dans la voie du cœur. Et puis la voie de l'énergie, donc là dans les pratiques, vous le verrez, ce sera des pratiques souvent énergétiques, où on célèbre le corps, où on monte en intensité, on se sent plus vivant, plus vibrant, voilà. Donc 3 voies, et j'ai trouvé moi qu'en pratiquant, en développant les pratiques du tantra, j'ai trouvé que ça me faisait beaucoup monter l'énergie quand même. Dans ma compréhension et dans mon expérience, ce qu'apporte le tantra, en tout cas ce que ça m'a apporté, j'ai découvert le tantra à l'âge de 23 ans, et donc je pratique, en tout cas je suis dans ce mouvement-là depuis 25 ans. C'est une intensification de ma vitalité, une revitalisation de mon existence. Et tel que je l'ai expérimenté, en fait, j'étais même pas conscient à ce moment-là que j'avais beaucoup d'endroits de ma personnalité qui s'étaient figés, qui s'étaient endormis, qui s'étaient
contracté, que je n'étais pas en contact finalement avec ma vie émotionnelle, avec mes a priori, mes jugements, que ma relation à mon corps était catastrophique, que je sentais pas mon corps réellement en tant que vibration, en tant que corps de jouissance. Donc c'est tous ces aspects-là pour moi qui ont été revitalisés au fur et à mesure. Mais je n'avais pas conscience d'avoir des difficultés à ce moment-là, ou le propre du figement, c'est qu'on n'en a pas conscience. Donc on pourrait dire que pour moi le tantra a remis de la conscience à tous les niveaux, au niveau de ma connexion à mon corps, à mes émotions, à l'autre, et à la compréhension aussi de mon fonctionnement. Comme le disait à l'instant Véronique, avec le tantra, on travaille beaucoup sur la connaissance de notre fonctionnement. L'idée étant que plus je me connais, plus je vais développer une forme de liberté par rapport à mon fonctionnement. Moi, je vais être dupe de mes réactions, de mes réactivités. Et donc, quand on parle de tantra, on parle évidemment à la fois d'une pratique énergétique qui va revivifier le plaisir, la joie de la relation et de la sexualité, mais c'est aussi de manière parallèle une authentique voie de guérison, une authentique voie thérapeutique, psychocorporelle, qui va englober tous les aspects de mon être. Donc, comment ça fonctionne? L'idée, c'est que entre moi et mon expérience, en général, il y a tout un ensemble de strates de traumatismes, de pensées, de croyances, de figements, qui m'empêchent de sentir réellement la vie comme elle est. Et l'exemple qu'on donne quelquefois, c'est une des pratiques qui est enseignée dans le tantrisme, dans un texte qui s'appelle le Vijnana Bhairava Tantra, qui dit par exemple, qui va nous inviter à regarder l'autre comme pour la première fois, ou rencontrer l'autre comme pour la première fois. Pas à travers le prisme de tout ce que je crois savoir de lui après 10 ans, 15 ans, 20 ans de relation, ou même quelquefois 3 mois de relation, pas à travers tous les ressentiments que j'ai pu développer, ou toutes les frustrations que j'ai accumulées, ou toutes les projections positives ou négatives d'ailleurs que j'ai pu faire sur lui, mais essayer de rencontrer l'autre tel qu'il est dans l'instant. C'est-à-dire mettre de côté tout ce que je crois savoir, regarder l'autre au-delà de tout ce que je crois voir et savoir de lui. Ça paraît peut-être un peu théorique quand on l'exprime, mais c'est une expérience. Et ça ouvre le cœur, comme disait Véronique, ça ouvre notre sensibilité à l'autre à un niveau d'intensité que pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, on a perdu. Il va s'agir de sortir de notre mental qui nous amène toujours à aller dans le futur ou le passé ou ailleurs que ici maintenant, pour vivre l'instant présent. Hein, vous avez dû entendre souvent que la spiritualité est souvent connectée à l'idée de revenir à l'instant présent. C'est effectivement ça qu'on fait dans le tantra. Mais on le fait en connectant, en étant ici, présent, maintenant, dans ce corps, dans cette émotion, dans cette situation, dans cette relation. Pas en s'évadant, pas en allant méditer dans une caverne pendant 30 ans. Non, au cœur de la vie, l'idée c'est d'être vivant et de connaître la joie et l'extase, puisqu'on parle d'extase, ici et maintenant, dans la relation. Et sur le plan sexuel, on va voir que l'idée du tantra, ça va être d'intensifier encore notre capacité orgasmique. C'est-à-dire que l'orgasme qu'on vit en général dans notre sexualité habituelle, non initiée, c'est une sexualité qui est souvent très génitale. On va vers l'orgasme, on a vécu un orgasme génital, et puis l'énergie a monté, elle atteint un pic et elle redescend. C'est vrai pour les hommes et les femmes, surtout pour les hommes après l'éjaculation, mais c'est vrai aussi pour les femmes dans une certaine mesure. Et en fait, c'est comme si notre énergie, elle pouvait se développer dans un petit bol, voilà, au niveau de notre zone génitale, et puis que quand ça débordait, eh bien, on perdait l'énergie. La pratique du tantra va nous permettre d'accroître notre capacité à aller dans des niveaux d'orgasme encore plus vastes, plus grands, plus englobants. On va le faire avec des techniques qui vont jouer sur la relaxation, au lieu d'aller vers un orgasme du type orgasme des sommets, qui est un orgasme explosif, comme on le connaît. On va aller vers un orgasme de la détente, c'est-à-dire qu'on va exciter et on va relâcher. On va exciter encore un et on va relâcher, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure, on accroisse notre détente dans tout notre corps et qu'on nous permette de vivre un orgasme global de tout le corps. Et c'est un orgasme qui est beaucoup plus profond que l'orgasme habituel, qui peut nous toucher pendant des heures,
des jours, quelquefois des semaines, par l'intensité de la détente qu'il va créer en nous. Voilà, pour moi, c'est ces deux aspects sur lesquels travaille le tantra, l'intensification de ma vie pour mettre de côté notre champ mental qui nous empêche de vivre l'intensité des couleurs, des sensations, des émotions, seul ou dans la relation. Et sur le plan de l'énergie sexuelle, ouvrir notre corps à des possibilités de joie, de plaisir, de sensibilité, de sensualité qu'on n'a pas connues habituellement. Voilà, ce qui va donner naissance à la suite de notre vidéo, puisque je pense que là, tu as déjà donné deux directions, et donc deux pratiques. La première, regarder l'autre comme pour la première fois. Donc ça va être une pratique, c'est une pratique de base d'ailleurs, c'est une des clés du tantra qu'on donne souvent pour les débutants. Et ensuite, intensifier, célébrer la sensorialité, se sentir plus vivant, plus vibrant. Alors à travers la connexion à la relation sexuelle, mais ça peut être aussi à n'importe quelle relation d'ailleurs, hein, comment on se sent plus intense et plus vibrant ici et maintenant dans le sensoriel. Je trouve d'ailleurs intéressant de le développer pas que dans le champ de la relation sexuelle, parce que, comme je dis souvent, quand on est amoureux d'une seule personne, on projette, quand on est dans un état amoureux, on fixe sur cette personne, sur partenaire, mais du coup on se perd dans l'autre, hein, et on n'est pas, on trouve que tout le reste de notre vie est fade, d'accord. Donc on manque d'intensité sur le reste, on surévalue la relation à l'amoureux et on dévalue tout le reste. Et ben, les pratiques du tantra, et notamment intensifier la sensorialité, ça vous permet, en tout cas moi ça m'a beaucoup permis, de sentir la vie intense, y compris quand je suis dans la connexion, mais pas que. Surtout si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas forcément un partenaire amoureux avec qui vous pouvez vivre des états amoureux intenses, vous pouvez goûter à l'intensité indépendamment de votre partenaire. Et ça, je trouve ça génial, que les pratiques tantriques amènent aussi à goûter l'intensité dans la connexion à l'autre, mais partout, quoi. Dès qu'on peut être dans la relation avec soi, avec la nature, et hop, c'est vraiment commencer à augmenter cette sensorialité. Donc ça, c'est la deuxième pratique. Mais la première pratique, je la trouve vraiment géniale, qui est... alors là, c'est plus dans la relation. Vous êtes avec un partenaire et vous vous dites, tiens, comment je peux le voir comme si c'était toujours la première fois. De toute façon, tout à l'heure, on entrera un peu dans le détail des pratiques, mais c'est vrai que le dernier point dont on voulait vous parler avec Véronique, c'était à qui ça s'adresse en fait, hein, ces techniques. Parce que ces techniques, elles peuvent s'adresser autant à vous que vous soyez en couple ou en célibat actuellement. Les techniques en célibat, vous allez voir, ça va intensifier votre vitalité, on l'a dit. Mais si vous êtes un couple, eh bien, un couple qui fonctionne, eh bien, ça va l'approfondir. On dit quelquefois qu'un stage de tantra ou quelques pratiques de tantra équivalent à des mois ou voire quelquefois à des années de relation. Parce qu'on va aller ensemble dans des endroits qu'on aurait mis beaucoup plus de temps à rencontrer hors de ces pratiques-là. Donc, quelque part, le tantra va amener de la vérité, de la puissance, de l'authenticité et du lien dans votre relation, si elle est fondée sur quelque chose de vrai et d'authentique. Si c'est une relation qui est fondée sur une codépendance, sur un mensonge, sur une toxicité mutuelle, ce qui peut arriver aussi, eh bien, ça va révéler en fait cette toxicité et ça vous laissera libre ou pas de poursuivre cette relation. C'est un révélateur, c'est un approfondisseur de la relation. Donc, que vous soyez en couple fonctionnel ou dysfonctionnel, ou que vous soyez en célibat, le tantra peut tout à fait changer votre vie. En tout cas, ça a été mon cas. Le tantra a changé ma vie. Il m'a mis en lien avec des aspects de moi-même que j'aurais jamais connus sans ces pratiques-là. Ou en tout cas, que j'aurais mis probablement plusieurs vies à explorer. Je ne sais pas si tu aurais quelque chose à ajouter sur le public. Si, à qui ça s'adresse. Alors bien souvent, il y a des gens qui veulent pratiquer le tantra et je trouve ça génial aussi. C'est une très belle voie de découverte pour, si vous êtes en couple, d'augmenter d'autres manières de faire l'amour. Voilà.
C'est vrai que faire l'amour de manière tantrique, on dit souvent, ou de manière sacrée, ou de manière divine, voilà, c'est les mêmes mots qu'on utilise pour dire la même chose. C'est aussi de découvrir une autre forme de sexualité que le grand public ne connaît pas. En général, le grand public connaît, on l'a dit un peu, hein, l'amour, on s'excite, on va chercher l'orgasme, et hop, ça redescend. Voilà. Et donc là, on se déleste du fantasme dans cette pratique de l'amour tantrique. Et on explore d'autres voies que le grand public, enfin voilà, c'est peu connu. Hein, et c'est dommage parce que c'est dommage que ce soit réservé à des initiés, je trouve. C'est bien que tout le monde connaisse, que vous puissiez explorer d'autres manières de faire l'amour. Alors que ce soit avec votre partenaire de couple, si vous pouvez approfondir, c'est plutôt pas mal. Mais même si vous êtes célibataire, c'est toujours intéressant, pour initier les autres d'ailleurs, de pratiquer d'autres formes que la sexualité classique. Hein. Donc on s'intéresse au chemin, c'est-à-dire on goûte instant après instant les saveurs de la connexion à l'autre, hein, comment on est focusé sur nos sensations de plaisir, beaucoup plus sur nous que sur l'autre d'ailleurs. Et puis on ne s'intéresse pas à l'orgasme en fait, on ne s'intéresse pas à l'objectif, on lâche l'objectif, on lâche le côté excitatoire fantasmatique et on s'intéresse beaucoup dans la sexualité, qu'est-ce qui se passe maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant. Et du coup c'est beaucoup plus méditatif en fait. Et il peut y avoir beaucoup d'énergie sexuelle. Vous pouvez imaginer, ah ouais, mais ça va être plat, hein, on va s'ennuyer. Pas du tout. Parce que quand l'énergie est instinctuelle, on y va. Et quand on ralentit, on ralentit. En fait, on suit le mouvement, on suit l'énergie. On n'est pas focusé sur l'aboutissement. Voilà. Et donc, c'est une autre manière de faire l'amour qui peut durer des heures. Et c'est une autre voie, quoi. Et c'est bien de découvrir autre chose dans votre vie parce que sinon, vous explorez toujours la même chose. Bon, je trouve que c'est chouette de pouvoir connaître autre chose que de faire toujours pareil, quoi. Ça ouvre les options. Et pour moi, le tantra, ça a été, moi qui aime bien découvrir des nouvelles choses, ça a été beaucoup ouvrir le champ des possibles, ouvrir d'autres options, faire l'amour avec la vie, faire célébrer, voilà. Puis faire l'amour d'une autre manière. Je trouve que la classique, je trouve ça génial. Alors peut-être aussi un dernier point avant d'aborder les pratiques. Le tantra peut avoir une réputation un peu sulfureuse. C'est-à-dire que si vous tapez tantra, tantrisme sur internet, vous allez peut-être tomber sur beaucoup d'images de massage tantrique ou de nudité ou de sexualité. C'est l'aspect un peu spectaculaire, hein, du tantra qui évidemment émerge sur internet comme ailleurs. Faut savoir que le tantra, c'est pas de l'échangisme, c'est pas du libertinage, c'est des pratiques en général qui se font dans un cadre très précis, avec beaucoup de respect, de règles, de consentement, de respect de soi, de l'autre. Il n'y a jamais d'obligation de quoi que ce soit, tout n'est que proposition, et en général les animateurs invitent les participants à chaque instant à vérifier est-ce que c'est complètement ok, est-ce que c'est complètement oui. S'il y a la moindre défiance, la moindre inquiétude, accueillir cet espace-là et regarder de quoi il est fait. Donc il y a pas de, c'est pas quelque chose qui va vous pousser à aller contre votre gré dans des espaces que vous n'auriez pas envie d'explorer. Tout se fait très progressivement. Il y a des pratiques qui sont liées à la danse, à la relation, au regard, à la parole, avant d'aller dans des pratiques plus énergétiques ou plus intimes. Vous pouvez y aller évidemment seul ou en couple, que le couple soit ancien ou récent. Mais voilà, il faut vraiment savoir que c'est pas, tout est orienté à prendre davantage conscience de soi et de son fonctionnement, et pas de mettre l'attention sur la relation, le couple ou la séduction. Finalement, s'il y a des enjeux de séduction, c'est super, et rien n'empêche, le tantra ne va pas vous empêcher d'aller à la rencontre de ces aspects-là, mais l'idée va être d'en être conscient, en fait. Voilà. Et à partir de cet espace de conscience, d'avoir davantage de liberté que de simplement céder à la pulsion ou à l'automatisme dans lequel on s'enferme au quotidien. Ouais, et beaucoup de femmes qui ont été blessées, non respectées, abusées, etc., c'est aussi une voie qui permet de mettre vos frontières, en fait, à chaque instant, d'être beaucoup plus conscient. Bon, bah là, ça dit oui, ça dit non, bah je remets la distance avec l'autre, quoi. Donc j'apprends à m'affirmer aussi
face à l'autre, en disant bah, là c'est ok, là j'y vais pas, là pas comme ça. Donc on prend beaucoup le temps. Souvent on dit ralentissez, vous jetez pas tout de suite à toute vitesse, parce qu'après selon les blessures que vous avez, ça explose. Donc on apprend beaucoup à mettre la juste distance avec l'autre. Et ça c'est aussi c'est pas le tantra, mais c'est une des conséquences du tantra, qui fait d'apprendre dans sa vie en général, dans la relation à tous les autres, pas qu'aux partenaires amoureux, mais voilà, savoir se positionner, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est plus tard, ça c'est pas comme ça c'est comme ça. C'est assez concret en fait. Et donc je trouve qu'il y a plein de bénéfices à pratiquer. Alors, nos 3 exercices pratiques. Voilà, puisque comme Véronique vous le disait, dans quelques temps, on vous proposera une formation en ligne plus complète qui vous accompagnera dans ces techniques. Mais on peut déjà, en tout cas, vous donner quelques 3 exercices de base. Voilà, qui vont vous permettre de vous initier. Et puis de commencer à goûter la saveur particulière du tantra. Alors la première dont on voulait vous parler, c'était celle de regarder comme pour la première fois. C'est une technique qui vise... Pardon ? C'est toujours étonnant, on se connaît bien, c'est toujours surprenant de mettre cette intention. C'est vraiment l'intention... je ne te connais pas, je t'ai jamais vu, c'est la première fois que je te rencontre. Et regardez, vous allez voir, qu'est-ce qui se passe de différent, qu'est-ce qui change dans votre expérience. D'un coup, vous mettez cette intention. Il faut le faire. C'est pas simplement une idée mentale, c'est vraiment, tiens, je décide d'être vierge, de tout savoir sur toi ou sur l'autre. Et je mets ça de côté. Quelquefois la technique peut être aussi formulée, regardez l'autre comme pour la dernière fois. Comme pour la dernière fois, ça veut dire comme si je savais que j'allais perdre cette personne pour toujours dans quelques instants. Alors ça peut paraître quelque chose d'effrayant, d'angoissant, et en même temps, ça nous invite à une présence. Vous voyez, quand vous accompagnez quelqu'un dont vous savez que les jours sont comptés, et ben, vous avez une présence à cette personne, parce que vous savez à quel point ces moments sont précieux. Et alors que dans la relation habituelle, finalement, on est présent au début de la relation. Quand le premier rendez-vous amoureux, par exemple, avec une personne, on est très présent, on est tout ouvert. Quand on commence le dernier rendez-vous aussi, le rendez-vous de rupture en général, il peut y avoir une intensité. Mais souvent, dans le quotidien, quand je crois connaître la personne, quand je ne vois pas le précieux qu'est la relation, eh bien, j'ai une tendance à me dissocier, à être à moitié présent, à penser à autre chose pendant que je suis avec l'autre, ou à ne pas voir qu'en fait j'ai plein de projections sur lui ou sur elle dont je ne suis pas conscient. Oh là là, de toute façon, c'est comme ça. Elle veut pas. Tous les ressentiments, les reproches, etc. Voilà. Donc l'idée là, c'est vraiment de mettre de côté tout ça et de regarder vraiment, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui apparaît, je dis ah oui, il y a un jugement, je le mets de côté, je laisse passer, je regarde l'autre comme pour la première ou comme pour la dernière fois. Vous pouvez faire la pratique aussi avec un objet. Vous pouvez regarder une rose et la regarder ou la sentir comme pour la première fois. Vous pouvez regarder un film, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais jeune. Je me dis tiens, j'imagine que je regarde ce film comme pour la première fois. Je l'ai déjà vu 14 fois. mais il y a quelque chose de rafraîchissant, voilà, avec cette intensité de présence. Et ça, vous pouvez faire la pratique en vous mettant face à face, et vous pouvez le faire simplement 5 minutes, 10 minutes. En stage, quelquefois, on le fait 1 heure. Et vous allez être étonné de voir ce qui peut surgir dans cet espace-là. Vous pouvez le faire aussi quand vous faites l'amour avec un partenaire que vous connaissez souvent, que vous fréquentez, ça peut être en couple par exemple, si vous êtes en couple. Quand vous démarrez les préliminaires, vous le regardez comme si c'était vraiment la première fois. Vous ne connaissez pas. Et c'est vraiment intéressant et de garder en tête, de garder cette intention. Bon, parce qu'après, vous allez en général partir dans les sensations, les pensées, les évaluations, les commentaires. Hop, vous revenez,
Gardez ça en tête. Je le regarde, je continue de le regarder comme si c'était toujours la première fois. Qu'est-ce qui se passe de différent? Observez, vous allez voir, c'est vraiment autre chose. Gardez la direction pendant tout le long. Que vous fantasmez, hop, je regarde comme si c'était la première fois. C'est la première fois que je le vois. Je découvre en fait. Je ne sais pas du tout ce qu'il aime pas, comment je dois me comporter. Alors tout ça, hop, vous débarrassez de tout ça. Ça veut dire vraiment être avec la personne comme elle est maintenant, hein, pas avec le souvenir de comment elle était hier, pas comment elle devrait être, voilà, ou comment elle devrait être. C'est comme c'est maintenant. Voilà. Je regarde comme pour la première fois sa peau, ses yeux, sa manière de bouger, de parler. Alors, en général, la technique se fait plutôt en silence. Vous vous mettez face à la personne, vous essayez à peu près à la même hauteur et vous essayez de vous regarder comme ça, sans fixité, mais en évitant de parler ou de réagir. Quelquefois, c'est un peu gênant comme pratique. On rit, on a envie de plaisanter, mais essayez de le faire, ne serait-ce même que 5 minutes. Voilà. Je sais pas si tu aurais quelque chose à Si, 5 minutes, c'est bien. 5 minutes en silence. Alors, soit on se regarde tous les deux. Là, on va pas vous le faire. 5 minutes, c'est long pour vous. on se regarde tous les deux en face à face. Et on se regarde 5 minutes. Chacun étant plongé à l'intérieur de lui. Parce que, en fait, c'est une méditation. Donc, chacun observe, tiens. Et quand je le regarde comme pour la première fois, je vais avoir des pensées, je vais être distrait. Enfin, je vais commencer à me dire, ah oui, mais non. Là, il doit penser que ça me gratte, j'ai envie d'aller faire à manger, j'ai faim. Enfin voilà, il va y avoir plein de trucs qui vont, qui vont vous distraire. Et vous restez sur, je le regarde comme pour la première fois. Qu'est-ce que ça me fait? Je le regarde comme pour la première fois. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce qui change en fait? Voilà, donc ça c'est la première technique. Elle peut paraître très basique et très simple, elle est incroyablement puissante. C'est-à-dire que c'est même une pratique de vie. On pourrait dire quelqu'un qui a un tantrika avancé, mais c'est valable de n'importe quel praticien, de n'importe quelle école spirituelle, c'est quelqu'un qui est capable de vivre la vie au quotidien depuis cet espace de fraîcheur. Voilà. Il est complètement présent, il est dans le présent. Il peut y avoir dans le présent des pensées qui passent, mais je suis dans le présent, je ne suis pas dans mes pensées. Je ne suis pas demain, je ne suis pas hier, je suis ici maintenant. Ouais. C'est une pratique de l'ici maintenant. On peut le faire avec le ménage aussi. Moi, je le fais quand je passe l'aspirateur. Bon, faut pas être fatigué parce que là ça marche pas, mais quand tu es en forme, passe l'aspirateur comme si c'était la première fois que tu t'amuses avec ton balai et que tu es content que ce soit propre. Enfin, on peut s'amuser, je peux danser dans la journée comme si c'était la première fois que je dansais, etc., etc. Vraiment, pensez, des fois vous pouvez le faire, vous pouvez vous éclater avec ça. C'est ça, c'est la première fois que j'ai un balai, quoi. Donc je peux observer mon balai, contempler mon balai pendant 10 minutes. Mais c'est vraiment ça. L'idée, comme le regard des enfants, vous voyez, les enfants ils ont cette capacité de s'émerveiller, de jouer avec n'importe quoi. Ou un petit chat, vous voyez le petit chat qui voit qu'il y a un objet qui est nouveau dans l'appartement, il va tourner autour, il va le renifler, il va jouer avec. C'est pareil. C'est ça, c'est cette espèce de curiosité intense de l'autre. Je suis curieux de te rencontrer comme tu es maintenant. Non pas d'être attentif à ce que je crois savoir de toi, mais à toi tel que tu es maintenant. Et évidemment, comme le disait Véronique, ça va faire surgir mes projections, etc. Et donc je vais en devenir conscient et je les mets de côté. Hein? Exactement. Donc la vie peut devenir intense. Je prends une tasse de thé, hop, je renifle, c'est ce que je fais moi le matin. Je sens l'odeur que je choisis du thé que je choisis. Et c'est la première fois que je découvre cette odeur. Mais on peut le faire partout en fait. Et du coup, vous gagnez en intensité. C'est une manière de gagner en intensité dans la vie ordinaire. Alors là, on vous le propose dans la relation parce que vous allez voir, c'est plus facile dans la relation de sentir l'intensité, de la fraîcheur. On se regarde comme si c'était la première fois, mais après élargissez, faites-le avec les objets, avec plein de choses, voilà. Innover, pensez à innover. Vous arrivez quelque part comme si c'était toujours la première fois. Vous arrivez au bureau, vous êtes content de voir ses collègues. Faites-le avec des sensations agréables. Vous êtes content de voir ses collègues, hop, comme si c'était la première fois. Le faites pas avec des trucs désagréables, ça va pas marcher. Enfin, ça marche moins bien. Ça marche mieux quand on le fait avec des choses qui vous paraissent agréables. C'est plus facile en tout cas comme porte d'entrée. Même si ça peut être intéressant de le faire aussi avec des expériences un peu inconfortables, ça permet de les redécouvrir. Hein. Mais vous pouvez le faire aussi avec des sensations corporelles. Tiens, je sais pas, cette
cette crampe dans la main ou ce léger mot de tête, qu'est-ce qui se passe si je l'écoute comme pour la première fois, ou que je goûte ce vin ou ce cookies. Ce cookies, comme pour la première fois. Voilà. Voilà. Ok, ça c'est première pratique, vous avez compris là. Deuxième pratique. La seconde pratique dont on voulait vous parler, c'était le yin-yang. Ouais. Alors, nous on aime bien, on le fait souvent entre nous. On trouve que c'est génial. c'est une pratique qui se fait. Alors, l'idéal, c'est de le faire quand vous êtes en relation avec votre partenaire. Yin-yang, ça vient du taoïsme. Hein. Yin, le principe réceptif, et yang, le principe actif. Et l'idée, c'est. Vous pouvez le faire dans le champ de la sexualité, mais vous pouvez le faire à la rigueur même dans un champ qui soit hors de la sexualité. C'est que vous allez mettre un minuteur qui sonne toutes les 5 minutes. Vous allez choisir qui commence, et en fait, pendant 5 minutes, donc entre deux sonneries, c'est l'un des partenaires va dire une chose ou plusieurs choses qu'il souhaite, instant après instant, à son partenaire. Et le partenaire qui est avec lui, dans la mesure où c'est OK pour lui, évidemment, de son consentement, va aller quelque part, va se mettre au service de la demande de son partenaire, de celui qui a formulé la demande. Quand ça sonne au bout de 5 minutes, on s'arrête, on se remercie, et on inverse. La personne qui a donné va à son tour demander quelque chose, et la personne qui a reçu, voilà, et la personne qui a donné va recevoir. Et vous allez faire plusieurs allers-retours comme ça pendant 30 minutes, 40 minutes, voilà, une heure. À 5 minutes ça sonne. Hein. Voilà. Dring, hop, vous changez de rôle en fait. L'important étant qu'il y a un nombre évidemment pair d'oscillations de façon à ce que chacun ait autant reçu que donné. Et donc par exemple, dans la sexualité, ça peut être un mécanisme, un processus qui libère beaucoup la question des enjeux. Quand la sexualité est verrouillée, par rapport au désir, parce que souvent c'est le problème du désir. Est-ce que tu as du désir? Est-ce que tu en as pas? Ah, ça fait longtemps que tu n'en as pas. Il y en a souvent un des deux qui se sent rejeté parce que l'autre n'a pas assez de désir. Voilà, donc là on élude complètement la question, on s'y intéresse pas en fait. Donc c'est pour ça que ça débloque. C'est un jeu en fait. Hein. Oui, c'est un jeu. On va jouer au yin-yang. Par exemple, et c'est pas forcément dans la sexualité, ça peut être dans le champ de la sexualité, mais ça peut passer par des demandes qui sont non sexuelles. Par exemple, vous commencez, vous êtes nu dans le lit, et puis l'un des partenaires qui commence va dire j'aimerais bien que tu me caresses les cheveux, ou j'aimerais bien que tu me dises une chose que tu apprécies chez moi, ou j'aimerais bien que tu me prennes dans les bras et que tu me berces. Ou j'aimerais bien que juste on se regarde en silence pendant quelques instants sans rien faire. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Voilà. En fait. J'ai 5 minutes à moi, donc je peux demander pendant ces 5 minutes et d'ajuster en permanence, en temps réel, tout ce que je veux. Oui, c'est ça. Si vous donnez... Alors le truc, c'est que si vous dites caresse-moi le crâne, j'aime bien quand tu me caresses les cheveux, et que au bout de 3 minutes ou 2 minutes, vous en avez marre, vous avez envie de lui demander caresse-moi l'épaule ou je sais pas, la poitrine, enfin ce que vous voulez. Il faut oser demander, parce que si vous ne demandez pas, l'autre il va vous caresser les cheveux pendant 5 minutes. Donc vous êtes responsable et acteur de vos demandes. Ce qui va dans cet exercice va vous obliger, va vous confronter à est-ce que je sais guider, est-ce que je sais oser demander ce dont j'ai envie vraiment, ou est-ce que je suis passif et j'attends que l'autre entreprenne. Parce que dans cet exercice précisément, si vous ne demandez pas, l'autre ne bouge pas. Il fait ce que vous avez demandé à la première consigne. Donc il continue de vous caresser les cheveux. Donc vous avez intérêt à demander clairement au fur et à mesure, instant après instant, je sens que j'ai envie d'autre chose, je demande. Voilà, ce qui est pas mal. Et par contre, dès que ça sonne, on s'arrête et on se remercie. Et on passe direct dans la phase d'après. Voilà. L'intérêt de cette pratique, c'est qu'elle va nous faire travailler le donner-recevoir. Souvent, quelquefois, je n'ai pas envie de donner dans la relation parce que j'ai du ressentiment, parce que je pense que c'est pas équilibré. J'ai du mal à donner ou j'ai mal à recevoir parce que j'ai l'impression que moi je suis bloqué dans un fonctionnement où je crois que c'est d'abord à moi de donner. Ça va simplifier en fait tous ces aspects-là. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les demandes et la manière d'offrir vont évoluer. Il va y avoir de la détente dans cette pendulation entre je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne.
Et ça va clarifier beaucoup de choses. Ça peut débloquer l'énergie parce que la question là, c'est pas la personne me demande quelque chose. A priori, je suis plutôt dans une intention de bonne volonté, c'est-à-dire a priori, j'entre, je joue le jeu, si ça ne me déborde pas, si c'est pas contraire à mes valeurs, à mes principes. Je donne. Même si, à la rigueur, j'en aurais pas pris l'initiative seul. Mais tiens, elle me demande de la prendre dans les bras, de lui donner un massage de la nuque, moi, je lui donne. Et, et- et vous allez voir que ça va créer de la détente dans la relation au fur et à mesure. C'est assez magique. Donc, idéalement, c'est bien de le faire sur une durée au moins une demi-heure. Bon, en 40 minutes, 40, une heure, c'est c'est bien. Si vous avez du temps, prenez 40-45 minutes. Ouais, et de voir vraiment, l'important c'est que ma demande soit connectée à quelque chose dont j'ai vraiment envie maintenant, pas à ce que j'imagine que l'autre voudrait. C'est ça la force de la puissance de cette pratique, c'est qu'elle m'invite à exprimer vraiment en authenticité ce que je veux maintenant, ce qui me ferait du bien. Même si peut-être je me dis c'est pas ce que l'autre voudrait, c'est pas grave. Je peux prendre soin de moi parce que l'autre aura son temps après. mais c'est ça. Puis comme c'est 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, bah, forcément c'est équilibré. Vous avez chacun le même temps pour donner et recevoir. Donc ce qui évite, ça rééquilibre souvent les moments où il y en a un dans la relation qui est trop donnant, qui n'ose pas recevoir, l'autre qui n'ose pas donner. Donc là ça fait un rééquilibrage. Et puis c'est un jeu en fait, c'est assez ludique. Vous allez voir qu'il y a le côté ludique qui apparaît. Vous êtes beaucoup moins dans les enjeux, le stress de la performance, d'aboutir à un résultat, des évaluations, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'elle va penser. Alors, on sort de tous ces trucs-là, ce qui est plutôt pas mal, et on rentre dans quelque chose de ludique et du plaisir à contribuer aussi. Quand je donne, bah, j'ai le plaisir à être au service, même si, comme il l'a dit, bah, des fois je n'ai pas l'idée de lui gratter la tête, mais bon, puisqu'il me le demande, je vais le faire. Et puis il y a du plaisir quand on aime contribuer, donc il y a du plaisir à donner, comme il y a du plaisir à recevoir, enfin voilà. Et le côté du temps équilibré, ça c'est assez génial. Voilà, ça c'est la deuxième pratique. Donc comme toutes les pratiques là, qu'on vous propose, on serait vraiment intéressé que vous nous envoyiez vos retours Vos commentaires. sur comment ça a joué ou pas. Non. Parce que ces deux techniques, encore une fois, elles sont très simples. Très puissant. Mais comme souvent, c'est le plus simple qui est le plus efficace. Et puis la troisième et dernière technique qu'on voulait vous proposer, c'est une pratique qui utilise la parole et l'attention. Et vous pouvez le faire dans la relation sexuelle, mais vous pouvez aussi le faire dans des moments de rencontre. L'idée, l'invitation, ça va être de nommer en temps réel pendant, par exemple, l'acte sexuel, au fur et à mesure de mettre mon attention et de nommer quelque chose que j'apprécie dans le moment présent ou chez l'autre, mais quelque chose dont je peux dire merci, pour lequel je peux éprouver de la gratitude. Et je vais le nommer comme ça, et l'autre va peut-être le nommer en alternance. Et c'est aussi une technique qui peut déverrouiller des blocages dans l'énergie, dans la relation. Par exemple, vous commencez à vous prendre dans les bras, et puis là, on va commencer à dire j'aime la sensation de tes mains sur mon épaule. L'autre va dire j'aime entendre le bruit du vent dehors, à l'extérieur. Et à chaque fois, en nommant quelque chose pour lequel je suis réellement en confort ou en plaisir ou en gratitude, je mets mon attention dessus. Je prends le temps de le sentir. Je ne me contente pas de le nommer intellectuellement sans le sentir. Donc je sens et je nomme. Et chacun en alternance va le faire. Et tout en le faisant, vous laissez la relation aller, la sexualité ou les mouvements des corps ou les caresses, aller là où vous avez envie. C'est simplement que je mets une conscience témoin à un endroit où c'est agréable, c'est ouvert, ça dit oui. Et vous le faites en alternance, comme ça. Je dis, tu dis. Et l'autre ne commande pas ou ne réagit pas. Chacun reste dans son processus. Oui. Et c'est une pratique d'ouverture, en fait, d'ouverture des tensions, parce qu'on va mettre l'attention sur les endroits où ça dit oui. Et du coup, ça va faire agrandir le oui entre vous dans la relation. Ça peut aussi se faire vis-à-vis hors de la sexualité. Hein. Vous êtes face à face avec votre partenaire, peut-être
que vous avez eu une grosse dispute, une grosse crise, vous vous mettez face à face, et alternativement, vous dites quelque chose que vous appréciez à l'autre. C'est très connecté à des pratiques qu'on dit pratiques de gratitude. Alors si vous êtes, parce que là tu donnais, pensez à ceux qui étaient en couple, que ce soit dans la sexualité ou dans un échange, ils sont dans un repas ou en entretien, enfin ils sont voilà, ils sont en train de bavarder ensemble. Et si vous êtes célibataire, ça peut être très bien, prenez un ami ou une amie, partez en balade par exemple, ou au resto, peu importe, hein, eh bien vous pouvez faire cette pratique. C'est-à-dire à tour de rôle, vous donnez la consigne à l'autre, vous êtes en balade dans la nature et vous lui dites tiens voilà, on va s'amuser à mettre, à pointer et à nommer à voix haute en alternance. Chacun, à tour de rôle, dit un truc qu'il perçoit, c'est une perception qui est agréable pour lui. Ça, c'est agréable pour moi, voilà, de marcher, de voir que c'est beau, là, c'est ouvert. Puis l'autre va dire ah ben moi, de parler avec toi, c'est super sympa, ça me fait de la compagnie, je me sens bien avec ça. Et donc, mettez plutôt l'attention, il a dit, sur le senti. Qu'est-ce que je sens quand c'est agréable d'être en ta compagnie? Ah, je sens que ça fait léger, il y a des petits papillons dans mon ventre, c'est sympa, voilà. Donc plus vous êtes dans la sensation, plus vous allez dans la sensation dans votre corps, et plus ça le déploie. Et donc on ramène, c'est pour ça que les pratiques du tantra intensifient le vivant, parce que vous rentrez dans la sensorialité. Vous mettez l'attention sur les sensations dans le corps. Oh, c'est super. Ah oui, puis le fait de te regarder, j'ai l'impression que je suis en connexion. Et vous le sentez vous. C'est pour vous que vous le faites en fait. Voilà. Donc vous pouvez le faire avec un ami si vous êtes célibataire. Vous pouvez le faire au resto, vous pouvez le faire partout. En fait, vous décidez de faire cet exercice. Pareil, on avait dit tout à l'heure dans l'exercice 2, là, quand on a dit, deuxième exercice, c'était le yin-yang. Alors vous pouvez le faire si vous avez un partenaire amoureux, mais vous pouvez le faire aussi avec un ami. Vous passez un moment avec un ami, et à un moment donné, vous faites un yin-yang. Évidemment, c'est pas sexuel, mais ça n'a aucune importance. Il y en a un qui se met au service de l'autre. Sans sexualité, ça se passe très bien aussi, hein, parce qu'on n'est pas toujours en couple. Et donc, c'est aussi des exercices qui se pratiquent pas que dans la sphère de la sexualité. Voilà. Voilà. Et voilà, une dernière chose en fait sur l'intention de cette pratique, c'est qu'elle permet de désamorcer tous les endroits de tension, de jugement négatif ou de frustration. En général, notre cerveau, Véronique l'a expliqué à plusieurs reprises dans ses conférences, notre cerveau il est câblé pour s'orienter vers le trauma, vers l'endroit de danger, vers le problème. Et donc dès qu'il y a une petite tension dans la relation, en général, on va être absorbé dedans. Et là, la pratique permet de remettre son attention vers quelque chose qui va bien. Donc c'est une pratique de désamorçage des jugements, notamment négatifs, ou des frustrations, ou des focalisations négatives. Tout ce qui ne va pas bien. Et donc au lieu de se contracter dans la tension ou dans la frustration, on réouvre à la gratitude dans l'expérience. Ça rouvre le cœur de mettre son attention sur ce qui va bien plutôt que de passer son temps, parce qu'on est insécurisé, on va mettre son attention sur tout ce qui va mal, ça devient énorme, on ne voit plus du tout ce qui va bien. Donc là, les pratiques qu'on a données, c'est regarder comme pour la première fois, ça donne de la fraîcheur, de la curiosité, comme quand on était tout bébé. La deuxième, c'est le yin-yang, là on est orienté sur qu'est-ce que j'aime, te donner, recevoir, te donner, on est dans le positif aussi. Et puis la troisième, c'est pareil. Voilà. Donc c'est ces trois techniques qu'on vous a communiquées, donc c'est trois techniques relativement de base, mais qui sont extrêmement puissantes. C'est pas parce qu'elles sont simples à mettre en œuvre qu'elles sont des techniques de débutants. C'est aussi des techniques avancées en fait en réalité, de par leur simplicité. Ah oui, faites-le, si vous faites un exercice, le bâclez pas, le faites pas en 3 minutes, ça vaut pas grand chose. Ça va rien donner en fait dans l'expérience. Faites-le au moins 40 minutes, voilà, faites durer, parce que sinon vous allez tout de suite dire oh mais c'est nul ce truc, ça sert à rien, c'est pas intéressant. Faites durer, parce que là vous commencez à descendre dans les profondeurs, vous allez voir que c'est parce qu'on fait durer les exercices qu'il se passe quelque chose, c'est dans la lenteur qu'il se passe quelque chose, pas en faisant 3 minutes et hop j'arrête. Oui, merci de nommer ce point-là, parce qu'effectivement, c'est essentiel. Notre ego, il fonctionne beaucoup en mode urgence. Et en donnant le temps dans une pratique, on va désamorcer les fonctionnements réactifs. Donc voilà, approfondissez, prenez le temps, donnez-vous un temps avant de commencer. Sachez, voilà, on se donne 40 minutes, on se donne 60 minutes, mais engagez-vous à aller au bout et n'évaluez qu'après avoir fait, okay, pas pendant.
Vous pouvez être surpris, même quelquefois ça peut se débloquer dans les 10 dernières minutes. Ouais. C'est assez miraculeux. Et de toute façon, vous allez voir, c'est un territoire nouveau qui s'ouvre. Ne serait-ce que parce qu'il y a une proposition de réouvrir quelque chose qui était possiblement fermé. Exact. Donc voilà, ces 3 techniques. Normalement, les 3 techniques qu'on vous a transmises là sont des techniques orientées ressources. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque normalement que ça vous amène à empirer quelque chose. Ouais. Il y a des techniques de tantrisme qui vont vers l'ombre aussi. Hein, et à un moment, c'est nécessaire d'aller explorer l'ombre pour la libérer. Mais normalement, ces 3 techniques telles qu'on vous les transmet, elles sont orientées vers la ressource. Donc elles ne peuvent, a priori, faire que du bien. Sauf si vous vous en servez pour vous critiquer après. Donc une des approches, ça peut être de prendre un petit temps de débrief éventuellement après la technique, mais sans jugement, sans parler de l'autre, de partager juste votre expérience de la technique. Okay, ça a été comme ça pour moi. J'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, j'ai pensé ceci, j'ai pensé cela, mais ne pas débriefer en parlant à l'autre. T'as pas fait comme il fallait, voilà. T'aurais dû faire ce geste alors que nanana, je t'avais demandé ça mais t'as pas fait ça. Enfin bon, commencez pas là-dedans parce que c'est pas le tu. Vous enlevez le tu et vous dites quand j'ai reçu ça, ça m'a fait ceci ou cela. Mais je ne commente pas ce qu'a fait l'autre ou ce qu'est l'autre, je reste dans mon expérience que je partage. C'est ça. Et ensuite, une fois que vous avez partagé, vous n'en reparlez pas. Okay, et éventuellement, vous pouvez réouvrir un autre espace de pratique plus tard. Voilà. Donc ces techniques, c'est juste un tout petit échantillon de ce qui existe dans le tantrisme. Si vous avez envie d'aller explorer, donc il y aura cette formation en ligne qu'on mettra on va donner une formation en ligne avec beaucoup plus d'exercices pour aller plus loin, pour approfondir. Et dans les formations en ligne, on vous suit aussi. C'est-à-dire qu'on vous propose des exercices et puis on vous accompagne, on vous voit dans des webinaires. On vous suit en accompagnement personnalisé pour aller plus loin, pour avoir un retour de vos expériences et puis pour vous faire apprendre d'autres techniques. Donc on en fera une sur le tantra, tous les 2. Et puis après, vous avez aussi la possibilité d'aller dans des stages qu'Yves-Marie anime, qu'on co-anime parfois, d'aller expérimenter aussi en groupe. Alors c'est vrai que c'est un plus, les pratiques seules sont nécessaires. Les pratiques en groupe sont aussi un accélérateur parce qu'elles nous confrontent à des altérités et des personnes nouvelles. Du coup, tous nos mécanismes de protection ou de projection vont être activés dans un groupe. Et c'est super intéressant de le vivre dans des groupes. Puis il y a un guidage, en fait. C'est un guidage pédagogique qui va de là à là. Enfin voilà, c'est pas... Le groupe, c'est guidé, quoi. C'est sécurisé. Ouais. Et le groupe, c'est un accélérateur aussi. Donc, et vous pouvez tout à fait venir seul, même si vous êtes en couple, en donnant vos limites, évidemment, ou de venir en couple et de vous engager à faire les pratiques impliquantes avec votre partenaire et les pratiques plus légères avec d'autres participants. Encore une fois, quand vous venez en stage, vous êtes le seul décideur de ce que vous allez accepter ou pas de pratiquer. Donc, ne craignez pas qu'il y aura des choses que vous feriez sans consentement. C'est évidemment pas l'objet. C'est impossible. Et voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ces stages, vous pouvez aller voir le site de Véronique, veroniquecohn.com, ou le mien. Je mettrai les liens. nava-tantra.com. Et puis, de toute façon, vous recevrez les informations dès que la formation sera en ligne. Si vous avez des commentaires sur ce qu'on a présenté là aujourd'hui, vous pouvez aussi nous les transmettre. Voilà. Et on répondra aussi à vos questions. Au revoir, à bientôt.